Bonjour et bienvenue à Virage Vert. Cette semaine encore, nous abordons le thème de l'agriculture et de l'environnement. Nous irons donc rencontrer les clubs agro-environnementaux pour connaître quels sont les conseils des agronomes aux différents agriculteurs. Mais commençons par aller rencontrer l'UPA, le syndicat de base de Saint-Hyacinthe. Alors, on est présentement dans les bureaux de l'UPA de Saint-Hyacinthe avec M. Daniel Racine, qui est premier vice-président de l'UPA de Saint-Hyacinthe, et Caroline Charon, qui est biologiste et coordonnatrice du projet de mise en valeur de la biodiversité. Bien, Monsieur Racine, alors juste peut-être nous présenter c'est quoi l'UPA, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais rares sont les personnes qui savent exactement ce que ça fait. L'UPA de Saint-Hyacinthe, ça regroupe 16 syndicats de base et autant de spécialités. 16 syndicats de base. Les syndicats de base, c'est 3, 4 ou 5 municipalités qui font partie d'un syndicat de base. OK. Puis il y a un conseil d'administration dans chaque région. Puis le président de chaque syndicat de base siège à la Fédération l'UPA de Saint-Hyacinthe. Dans les spécialités, c'est le même principe. On va donner un exemple, lait, porc, grande culture, maraîcher. On touche chacun un conseil d'administration qui peut-être qui couvre plus large que les paroisses, mais dans chaque fédération régionale, il y a une spécialité de lait, une spécialité de porc, tu sais, ainsi de suite. Là. Fait que c'est tous ces gens-là qui font en sorte que la Fédération du de Saint-Hyacinthe est en vie, que ça roule. C'est une des plus grosses fédérations. On est la plus grosse fédération provinciale. Puis vous êtes aussi le président du comité d'agriculture durable et d'environnement. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce comité-là? Bien, c'est un comité qui, dans un premier temps, les membres de ce comité-là, c'est des présidents de syndicats de base et de spécialités qui font partie. On est 5 ou 6 là, sur le comité, là, qui font partie de différents secteurs. Mais aussi, c'est des gens qui sont convaincus de l'importance de l'agro-environnement. Puis l'agro-environnement, c'est quoi? L'agro-environnement, c'est... dans le fond, c'est simple. C'est travailler à faire des pratiques qui vont en conservation des sols, en conservation de l'eau, qui ont un critère environnemental assez important, mais en même temps qui vient traduire en disant bien, on est capable de continuer à faire de l'agriculture tout en protégeant l'environnement. C'est un peu ça le comité d'environnement. Avec les gens qui travaillent avec nous, ici à la Fédération, on est capable de faire des actions assez concrètes parce que le comité d'agro-environnement fait des actions. OK. Fait quel type d'action on a vu à travers les années? Ça fait une dizaine d'années que ça existe, ce comité-là? Oui, les différents types d'actions. Les premières actions qu'on a faites, peut-être, c'était de travailler directement sur les bandes riveraines. Aménager des principes de bandes riveraines en mettant des... puis tout travailler jusque dans le bord du cours d'eau. Bon, on laisse une végétation, puis on la semait en disant, bien là, cette partie-là, on ne touche pas. Il y a eu aussi des projets de haies brisantes qui étaient rattachés à ça. OK. Et vous avez aussi parti un projet de mise en valeur de la biodiversité. Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, c'est en 2005, dans le fond. C'est une initiative de l'Union des producteurs agricoles et de la Fondation de la Faune du Québec qui ont décidé de partir 10 projets répartis dans 9 régions administratives au Québec. Nous, on est chanceux, on en a 2 en Montérégie. Il y a le bassin versant du ruisseau des Zonage sur lequel je travaille et il y a aussi le bassin versant du ruisseau Richer. Ça, c'est en 2005, de 2005 à 2010. Il y en a d'autres qui se sont rajoutés aussi en 2007 et en 2008-2009. Donc, on est rendu à 6 projets là, par bassin versant sur le territoire de la Fédération. Juste nous expliquer, c'est quoi un bassin versant? Un bassin versant, c'est simple, c'est un territoire où est-ce que chaque goutte d'eau qui tombe dessus va sortir par un exutoire qui est habituellement le ruisseau. Donc, moi, c'est un bassin versant de 30 km², le projet sur lequel je travaille. Chaque goutte d'eau qui tombe sur ce territoire-là va sortir par le ruisseau des Zonages. Donc, ça dépend beaucoup de la topographie du terrain, là, les pentes, tout ça. Puis, donc, chaque goutte d'eau qui tombe partout sur le bassin versant a un impact sur la qualité de l'eau en bout de ligne. Donc, l'approche par bassin versant, c'est de plus en plus utilisé.
parce que ça intègre plusieurs paramètres sur le bassin versant. Puis quel type de projet on peut faire pour mettre en valeur la biodiversité sur un bassin versant? Bien, nous, c'est sûr, pour la mise en valeur de la biodiversité, au départ, il faut s'assurer que l'habitat est de qualité. Donc, on travaille aussi en même temps en parallèle sur la qualité de l'eau. Donc, on a des stabilisations de berges qui ont été faites, stabilisation de tout ce qui est réseau de drainage, que ce soit des ravinements, des sorties de drain, tout ça, pour éviter qu'il y ait des sédiments qui se ramassent dans le cours d'eau, qui sont souvent chargés de particules de phosphore, puis qui détériorent la qualité de l'eau, donc qui diminuent la qualité de l'habitat pour la faune. Donc, on a planté aussi 7500 arbres. On est rendu à peu près 15 000 arbustes. On aménage les bandes riveraines, là, comme M. Racine disait, des prairies riveraines, dans le fond. C'est des céréales qu'on va laisser là, qui peuvent être fauchées, mais ça ne sera jamais travaillé. Puis, on n'aura pas d'apport en fertilisant non plus sur le bord du cours d'eau. Donc, on travaille à différents volets. On travaille aussi avec les clubs conseils qui vont s'occuper plus au niveau des champs, que ce soit au niveau du travail du sol, au niveau de l'apport en fertilisant. Puis, par bassin versant, il faut impliquer tous les intervenants qui travaillent sur le bassin versant, que ce soit les différents ministères, les autres organismes en agro-environnement. Puis, est-ce qu'il y a eu des poissons? Est-ce qu'il y a eu d'autres animaux qu'on a vus soudainement? Bien, en 2001, on a installé des nichoirs à canards branchus dans une section naturelle là, qui était très méandrée du bassin versant. Puis, on fait un suivi à chaque printemps pour savoir si on a eu des nichés réussis dans les nichoirs. Puis, c'est ça, au printemps 2009, on a vu une canne avec 9 petits canards branchus. On n'en avait jamais trouvé dans le bassin versant. Donc, c'est un plus, c'est un très beau canard. Puis encore là, c'est une source de motivation pour les producteurs. Puis, M. Racine, ça fait longtemps que vous êtes agriculteur vous-même. Est-ce qu'il y a eu des changements dans les pratiques agricoles à travers le temps? À travers le temps, oui. À travers le temps, oui, parce que au début, là, quand j'ai commencé à être agriculteur, puis les années avant, là, on parlait juste de la chose. Il y a eu aussi, il y avait beaucoup moins de cultures qu'il y en a aujourd'hui. Ça, c'est sûr, dans le temps. De diversité ou de quantité? De diversité et de quantité, parce qu'au départ, il faut se rappeler que si on recule de 30-35 ans, que ce qui était prédominant dans la région, c'était la production laitière. Fait que ça a fait que la production laitière, les producteurs ont laissé la production laitière, puis ont embarqué plus dans une production de grandes cultures. Puis, est-ce que donc les préoccupations environnementales ont changé également? Oui. Bien, au début, on s'en préoccupait pas. Okay. Dans le fond, là, même on suivait des formations en agriculture, puis on n'en parlait même pas de ça. Là. On a commencé à parler de ça au fin des années 80, début 90, là, on a commencé à se préoccuper de l'environnement, mais dans le fond, tout le monde, là, on était néophyte là-dedans. On n'avait pas la connaissance, ni sur le côté agronomique, ni sur le côté des producteurs. Mm-hmm. On y allait un peu, là, on suivait les conseils des agronomes, puis c'est comme ça fonctionnait. Moi, je ne cassais pas la tête. Jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que nos pratiques amenaient plus de boue d'un cours d'eau. Okay. C'est ça qui a fait que... C'était surtout la perte de sol là, qui faisait que... C'est ça. Mais bon, tu sais, dans le fond, on n'était pas conscient plus qu'il faut, là. C'était comme ça, là. Fait que le virage a permis que les agriculteurs deviennent de plus en plus conscients. C'est long, le cheminement, parce que c'est toujours attaché à la rentabilité. Au niveau de la relève, c'est quoi l'attitude des gens? Est-ce qu'il y en a une relève en agriculture? Oui, il y a une relève. Ça, autant que de femmes, autant il y a de relève. Mais c'est une relève qui est plus convaincue que les... Bien, je pense que toutes les relèves ont toujours été convaincus, mais si on parle exclusivement d'agro-environnement, les jeunes sont sensibilisés à ça. Puis ils sont prêts à essayer peut-être de nouvelles choses. Oui. Mais je pense que mon opinion là-dessus, je pense que la partie essai, je pense qu'on a fait le tour. Les gens, là, c'est plus d'embâtir les deux pieds dedans et avancer. Okay. Parce que là, il y a des expériences qui ont été faites à peu près dans toutes sortes de choses là, par rapport à l'agro-environnement. Puis je pense qu'on a plusieurs alignements qui s'offrent à nous autres en tant qu'agriculteurs. Et si on veut que notre pratique soit plus environnementale, 2-3 actions à faire?
Bien, les actions à faire, dans le fond, c'est de garder le plus de résidus possible sur la terre. Ça, c'est la première chose. Une bande riveraine qui est adéquate. Tu sais, là, il n'y a pas nécessairement un nombre de mètres, mais il reste que toujours, c'est de garder un principe sur le côté du cours d'eau, que ça soit filtré pour les champs et le cours d'eau. Les deux soient ensemble. C'est un travail de concert entre le cours d'eau et les pratiques, là. Mais l'important, c'est toujours de garder en tête le plus de résidus possible. C'est ça qui est l'important. Puis avec tout dépend de la culture qu'on fait, là, mais avec des semis de cultures qui viennent, un exemple là, bien simple, là. Écoute, le temps des céréales, mais tu mets un engrais vert à l'automne pour être capable de garder ton sol couvert l'hiver. Dans le fond, c'est un peu Fait qu'on fait des bandes riveraines, on change nos pratiques pour conserver notre sol, puis on va avoir une agriculture verte, mais à la fois productive. C'est ça. Il n'y a pas grand secret. C'est une méthode c'est une recette qui est bonne puis qui fait ses preuves. Bien, allons-y tout le monde. Vous voyez que les producteurs travaillent en harmonie avec l'environnement? Certains le font de plus en plus, mais c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui veulent soit faire de l'argent ou d'autres qui veulent rentabiliser leur commerce. Puis j'ai l'impression que la jeune génération vont plus contribuer, vont plus faire attention. Mais ça commence, c'est sûr qu'on dans n'importe quoi, il faut changer les habitudes. Je l'espère bien, c'est ce qu'on souhaite, mais c'est probablement difficile à savoir si oui ou non c'est fait correctement au niveau de l'environnement. Ça serait le fun d'en savoir un petit peu plus sur chaque agriculteur, sur qu'est-ce qui se retrouve dans mon assiette, d'où ça provient. Oui, je pense de plus en plus, on est une société qui se conscientise. Puis toutes les actions sont dirigées pour essayer de faire un pas, essayer d'améliorer un peu l'environnement puis tout ce qui nous entoure, là. Certains, oui, mais je pense que les agriculteurs font pas assez d'efforts. Je parlais avec mon oncle, puis mon oncle déverse ses déchets dans l'eau, ce qui n'est pas super, puis c'est la majorité des agriculteurs qui font ça, fait que je trouve ça dommage un peu. Pas tous, certains, parce qu'on en voit beaucoup de publicité à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail qui peut être fait à ce niveau-là. Je suis pas sûr que l'APA, l'Association des producteurs agricoles, fasse toutes les mesures qu'il y a à faire pour pousser l'ensemble des agriculteurs à faire ce qu'il faut. Prendre le virage agro-environnemental, changer ses pratiques, ça peut représenter beaucoup de défis pour certains agriculteurs. Par chance, ils peuvent compter sur l'aide de certains clubs agro-environnementaux où des agronomes sont là pour les aider et les rencontrer. Allons donc voir Mme Michèle Breton qui nous parle du club Conseil Sol. Les clubs conseils au Québec, c'est un regroupement de producteurs agricoles. Ça fait 13-14 ans que c'est en fonction au Québec. Et il y en a 80 clubs au Québec. C'est un regroupement de producteurs agricoles qui embarquent dans ça de façon volontaire. Il y a la Montérégie-Est, il y a la Montérégie-Ouest et c'est 27 clubs qui sont partagés entre les deux régions. Et il y a beaucoup de clubs, comme le club pour qui je travaille, Conseil Sol, qui travaille en grande culture, en production animale. Côté, on gère les fumiers, tout ça. Mais il y a aussi des clubs spécialisés dans la pomme, côté horticulture, les petits fruits. Le prérequis pour être dans un club, c'est d'avoir le goût d'être dans un club et de faire avancer des choses dans le milieu agricole de façon plus écologique. Fait que c'est le seul prérequis, c'est de vouloir faire changer un petit peu sa ferme. On a 4 axes d'intervention. On a la gestion des fumiers, on a la pratique des conservations des sols, on a la qualité de l'eau, les cours d'eau, protection des cours d'eau, et on a le phytosanitaire, tout ce qui englobe les ennemis, les insectes. Quand tu embarques dans un club, tu as un service d'un agronome. Fait que c'est un service dépendant de combien d'heures qu'ils choisissent, mais on répond un petit peu à toutes leurs questions côté agro-environnemental chez eux. Fait qu'ils ont un peu un agronome à leur service. Étant donné que le ministère de l'Agriculture se désengage beaucoup de tout ce service individuel-là, bien nous, on comble ce trou. Moi, dans mes clients, j'ai des petites fermes, j'ai des immenses fermes. Fait que tous les moyens pour être plus durables, plus écologiques sont différents. Fait qu'il y en a qui vont choisir de
faire plus de rotation. Il y en a qui vont choisir d'introduire des nouvelles cultures. Il y en a qui vont travailler beaucoup sur la protection des cours d'eau. Il y en a qui veulent absolument mettre des brise-vents partout. Chaque ferme choisit un petit peu son chemin. Pour l'eau, des fois, il y en a qui ça fait longtemps qu'ils ont été drainés. Les sorties de drain ne sont pas protégées. Fait qu'il faut mettre de l'enrochement, mettre un petit grillage, l'identifier. Des fois, c'est des petites étapes. J'en ai d'autres qui travaillent avec le Covabar, qui font du génie végétal. Ils vont faire des berges avec des saules. Fait qu'il y a beaucoup de façons de protéger l'eau. Pour la protection des sols, il y en a qui font du semi-direct. Je dirais que c'est peut-être la technique où on protège le plus le sol, mais des fois, il y a d'autres techniques intermédiaires, comme mettre des engrais verts, travailler avec des produits moins agressifs que la charrue, comme un chisel, un offset. Fait qu'il y a différentes méthodes. Le semi-direct, disons, c'est comme le plus, où on protège le plus le sol, mais il y a d'autres techniques intermédiaires. Du génie végétal, c'est qu'anciennement, au ministère de l'Agriculture, ils faisaient la gestion des cours d'eau. Et c'était une cohorte d'ingénieurs qui travaillaient beaucoup avec la roche. Ils faisaient beaucoup d'enrochement, puis des cours d'eau droits. Et là, on se rend compte qu'on est peut-être allé un petit peu trop loin dans ce sens-là. Puis là, on met la pédale douce. Et là, on essaie de rentrer du génie végétal. Ça, c'est travailler avec des plantes. Fait que c'est comme... des roches, c'est comme une barrière, tandis que des arbres, ça peut aller avec l'eau, puis ça fait un milieu plus naturel. Puis côté projet de biodiversité, quand on a de la végétation, des berges avec des arbustes, avec des arbres, bien, c'est toute une autre dimension, là. On entend beaucoup parler des gaz à effet de serre, et là, nous, au milieu agricole, on se fait beaucoup pointer du doigt. Et là, il y a un programme d'Agriculture Canada qui ont mis sur pied un petit logiciel assez facile à travailler avec. Puis nous, avec le producteur agricole, on peut déterminer à la ferme c'est quoi qui va émettre le plus de gaz à effet de serre et sur quoi qu'on peut travailler. Fait que c'est un petit logiciel assez facile à travailler avec qui s'appelle le HOLOS. Et on travaille avec ça, puis on fait des scénarios, puis le producteur agricole, il peut voir c'est quoi qui a le plus d'effet chez lui pour diminuer les gaz à effet de serre. Moi, je trouve qu'on voit vraiment beaucoup d'effets sur le réchauffement climatique, les températures, les grands vents qu'on subit, là. Je pense que c'est vraiment la planète qui répond au réchauffement climatique. Puis nos producteurs agricoles, ils ont vraiment des gestes à poser pour essayer de réduire ça localement le mieux possible. Là. Fait que des plantations d'arbres, on en voit de plus en plus. Là, puis ça prend du temps à pousser parce qu'ils reçoivent, ils sont à peu près ça d'eau, mais n'empêche, après 5 ans, après 10 ans, on les voit là, dans nos paysages, là, puis c'est agréable. C'est sûr que nous, en tant qu'agronome conseiller, on accompagne le producteur agricole. Fait que des fois, il va oser, il va prendre plus de risques parce qu'il sait qu'on est à côté de lui, puis qu'on l'accote, puis qu'on le soutient. Mais il faut quand même être conscient que le producteur agricole, ça fait peut-être 30 ans, 40 ans, son grand-père, il labourait avant lui. Fait que des fois, les gens ils ont de la difficulté à comprendre tout le changement que le producteur agricole, il faut qu'il fasse intérieurement pour qu'il rende sa ferme plus écologique. Des fois, on a des producteurs que le grand-père a tout coupé les arbres sur le bord des cours d'eau parce que c'est ce qui était fait, puis c'est ce que le ministère de l'Agriculture disait de faire. Puis là, de voir que le fils il est tout en train de planter, des fois... il y a des petites différences sur les générations, puis les grands-parents ils ont un petit peu de difficulté à comprendre pourquoi on replante des arbres. Là. Peut-être le plus point négatif à tout ça, c'est on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais le producteur agricole, là, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils sont très normés au Québec. Ils ont beaucoup de lois, ils ont beaucoup de personnes qui les surveillent. Fait que côté paperasse, là, il y a une augmentation importante. Puis nous, on est là pour essayer de les libérer de toute cette paperasserie-là, ou au moins de les aider à accélérer ça pour qu'ils puissent faire vraiment leur vrai travail qu'ils aiment, c'est être au champ puis travailler à l'extérieur. Toute l'équipe de Virage Vert vous invite à nous faire part de vos commentaires ou suggestions en communiquant par téléphone au 450-464-7605
ou en écrivant par courriel à l'adresse suivante tvr9@videotron.ca. Pour toute autre information, consultez en tout temps le site internet www.tvr9.org. Depuis quelques années, l'agriculture biologique a su se faire connaître et il y a de plus en plus de gens qui cherchent à consommer des produits issus de l'agriculture biologique. Par contre, il y a encore des gens qui vont douter justement de la nécessité de ce mode d'agriculture-là. Par contre, plusieurs études démontrent justement que les pesticides utilisés en agriculture conventionnelle ont un impact négatif autant sur la santé que sur notre environnement. L'agriculture biologique va s'assurer, elle, de respecter une rotation des terres. Donc, on évite d'appauvrir la terre en ressources pour les aliments. Et aussi, ça va être plus bénéfique pour la qualité de vie des producteurs. Donc, lorsqu'on utilise des pesticides, les premiers à être en contact avec ces matières-là sont évidemment les producteurs et leurs familles. Aussi, avec des études, on a pu détecter chez des jeunes enfants un taux de pesticides très élevé dans leur métabolisme. Donc, l'enfant est très sensible à ces pesticides-là, surtout lors de la grossesse, donc quand la maman le porte, et aussi dans son jeune âge à différentes périodes de sa croissance. Chez l'adulte, ce taux de contamination-là est différent, mais on peut par contre penser que les adultes qui sont très malades ou qui vivent avec un cancer, s'ils changeaient leur alimentation ou consommaient des aliments issus de l'agriculture biologique, pourraient améliorer leur qualité de vie. Donc, l'alimentation biologique a un impact direct sur l'alimentation des consommateurs, des producteurs, mais aussi un impact direct sur notre environnement. Donc, lorsqu'un pesticide est utilisé, il va contaminer les sols, soit par l'irrigation des sols ou encore lors des précipitations. Les pesticides vont s'infiltrer et peuvent atteindre les nappes d'eau souterraines. Donc là, on peut justement penser à la contamination de l'eau et aussi à la contamination des micro-organismes dans le sol est très nécessaire pour la bonne gestion des sols. Ceux qui aimeraient avoir plus d'informations sur les impacts de l'agriculture biologique, vous pouvez facilement vous rendre sur le site Internet d'Équiterre qui a mené une étude assez grande. On recueillit des informations pour vous. Donc, sur le site d'Équiterre, dans le volet agriculture biologique. Il y a aussi sur le site de Zetica et sur le site aussi de Passeport Santé, où vous pouvez avoir des informations et des trucs aussi pour comment consommer bio. Pour ceux qui aimeraient commencer à consommer bio, pas de problème. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Vous pouvez tout d'abord entrer en contact directement avec un fermier par le programme d'agriculture soutenu par la communauté. Là, vous allez avoir un producteur qui va devenir votre fermier de famille. Vous allez pouvoir avoir la chance d'avoir un panier de légumes biologiques livré chaque semaine dans un point de chute. Et vous pouvez aussi aller dans les magasins d'aliments naturels. Dans les magasins d'aliments naturels, ils ont souvent des matières autant périssables que non périssables que vous pourrez vous procurer. Et vous avez aussi à l'écomarché piloté par Nature Action, vous avez aussi des producteurs qui sont dans le biologique. Maintenant, on a la chance d'avoir dans les grandes surfaces comme le IGA, le Maxi, des départements complets qui vont offrir des produits biologiques. Donc, c'est bien pour les gens qui sont en transition, qui ne savent pas trop, donc ça peut leur faire découvrir ces produits-là. Mais encore une fois, peu importe le mode de consommation qu'on va choisir, ça va être important de s'assurer de la provenance des aliments. Donc, un produit biologique qui va venir du sud des États-Unis a aussi de forts impacts écologiques, donc au niveau du transport. Est-ce qu'on préfère donc consommer un produit biologique qui vient de loin ou un produit local? Donc, il y a sûrement façon pour vous de trouver un producteur local qui va être le plus écologique possible. Donc, vous diminuerez les impacts écologiques de son mode d'agriculture et aussi par rapport au transport jusqu'à votre assiette. C'est ce qui termine cette émission de Virage Vert. On a vu comment les agriculteurs ont changé leur façon de faire pour associer environnement et agriculture. Au prochain épisode, nous irons rencontrer les consommateurs pour voir s'ils ont changé leurs pratiques en adoptant peut-être une nourriture plus locale ou biologique. D'ici là, je vous invite à prendre le virage vert.